La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, La Démocratie, visiblement, ça ne soulève pas un enthousiasme général. Il y a ceux qui restent sobres. Le Monde, Syriza, l'avertissement grec à l'Europe, Libération, dette grecque, et si l'Europe allait se faire voir. Il y a l'humanité, bien sûr, qui s'emballe avec les Grecs. Comment déverrouiller l'Europe? Et puis il y a ceux qui commencent à s'inquiéter. Le Figaro, l'Europe dans le piège de la dette grecque. Les Échos, l'Europe face au défi de l'intransigeance grecque. Et l'Opinion qui tire à boulet rouge contre tous ceux qui se sont réjouis de la victoire de Syriza et qui ont osé dénoncer l'austérité ou la politique allemande. Grèce, le grand bêtisier des politiques français. Eh bien, on va à Athènes tout de suite, Natacha. Oui, il n'aura échappé à personne que les réactions à la victoire de Syriza avaient un petit côté « nous sommes tous Charlie » frôlant le ridicule. Pour un peu, s'amuse Guillaume Tabar dans le Figaro, on croirait que les élections ont eu lieu en France et qu'elles n'ont eu que des vainqueurs. Même le PS feint d'ignorer l'effondrement de son homologue grec, le PASOK, pour ne retenir que la victoire de la gauche. Pour ceux qui veulent rire un peu, on conseillera d'ailleurs l'interview de Michel Sapin dans Libération. Oui, le ministre des Finances qui va régulièrement en pénitence à Bruxelles ou à Berlin et qui nous explique qu'il n'y a pas d'alternative. Eh bien, même lui, il trouve ça formidable, la victoire de Syriza. D'ailleurs, Alexis Tsipras est beaucoup plus proche du PS français que de Jean-Luc Mélenchon, ça se voit. Honnêtement, c'est presque aussi drôle que Christine Lagarde dans Le Monde, qui nous explique que, démocratie ou pas, la Grèce doit suivre les réformes décidées par la Troïka, que non, elle n'a pas du tout entendu l'Allemagne récriminer contre les décisions prises par la Banque Centrale Européenne pour tenter de retrouver une inflation normale. Mais les commentaires sur la situation grecque nous racontent surtout la France ce matin. L'Opinion, si prompte à dénoncer toute germanophobie, mais qui fustige dans son éditorial au nom de l'observation clinique des faits, une Grèce qui profiterait de l'argent des autres sans jamais consentir d'efforts, qui rappelle que le pays en est là, nous dit Nicolas Bétou, parce qu'il a maquillé ses comptes, triché sur les chiffres. Bon, certes, mais avec l'aide de la Banque Centrale Européenne et de Goldman Sachs tout de même. Mais dans le flot de commentaires, l'expression du jour, c'est l'union de la carpe et du lapin. Dans Libération comme dans Le Figaro, on qualifie ainsi l'alliance de Syriza avec les souverainistes de droite. Alliance qui, visiblement, a du mal à entrer dans le logiciel gauche-droite des commentateurs. La souveraineté du peuple, un enjeu plus déterminant que les questions sociétales? Il va peut-être falloir un jour l'admettre. Alors, on met la politique de côté et vous intéressez à notre assiette. Qu'est-ce qu'on mange, Natacha? Mais oui, parce que ça fait partie des choix, justement, qui déterminent l'organisation économique et sociale d'un pays. Pour preuve, d'abord, cette tribune, publiée dans Libération, est consacrée au CIRA, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, le Davos de la gastronomie, qui se tient à Lyon pendant 2 jours. Le philosophe Olivier Assouline décrypte les rouages de l'industrie agroalimentaire qui tente de nous vendre de la nouveauté pour perpétuer son système. Désorganisation du repas par les petites portions, addiction organisée à coups de marketing, de gras et de sucre, uniformisation des saveurs, une illusion de nouveauté, nous dit le philosophe, qui conduit à l'épuisement de notre modèle de consommation. Et comme pour appuyer son discours, le site Rue 89 publie les résultats d'une étude prouvant que les variétés végétales sélectionnées depuis des décennies pour se conserver dans la grande distribution sont jusqu'à 50 fois moins riches en vitamines que les variétés cultivées dans les années 50. Pommes, oranges, céréales, tout y passe. Et du coup, même la viande et le lait contiennent moins de fer, moins d'acides gras essentiels, moins de calcium. Alors une solution est bien revenir à des variétés anciennes et puis surtout préserver les sols qui sont la seule source de nutriments. On a quasiment besoin d'un petit manuel de survie en vous écoutant. D'ailleurs, justement, quand tout sera effondré, on pourra toujours organiser l'autarcie. C'est ce que font quelques maximalistes un peu paranoïaque. Le magazine Cosette est allé rencontrer Jessie, 32 ans, un mari, 2 enfants et survivaliste installé en Dordogne, c'est-à-dire... Oui, ça s'appelle comme ça, donc loin de toute centrale nucléaire, de toute usine chimique ou de toute concentration d'ondes. Alors il y a des poules, une vache, un potager, en langage survivaliste, une base autonome durable qui sécurise les besoins primaires, eau, santé, énergie, en cas d'effondrement de la société. Et puis 2 armes tout de même, pour prévenir les pillages après la disparition des structures sociales. Et en attendant, une vie normale tout de même. Bon, avec 2 grosses voitures allemandes, on a tous ces contradictions. Dans l'actualité du jour, il y a évidemment Auschwitz, les 70 ans de la libération du camp. Oui, et ça nous rappelle que parfois, en effet, la vie peut basculer, mais sans doute jamais comme on l'avait anticipé. Alors il faut relire, relire les
témoignages de survivants des camps que la presse fait entendre ce matin avant que leur voix ne se taise. Il faut lire le récit d'Henri Borland dans Libération, 15 ans à l'époque et seul survivant des 6000 enfants juifs de France de moins de 16 ans déportés à Auschwitz en 1942. Dans le Figaro, Marceline Loridan-Ivens qui raconte la destruction de sa famille, son père mort dans les camps, sa mère qui à son retour s'inquiète en premier lieu de savoir si elle a été violée, si elle est toujours pure pour un mariage. La pire violence, dit-elle. Et son frère devenu fou de n'avoir pas été déporté et qui dessinait des croix gammées sur sa boîte aux lettres. Elle parle de ces cris morts aux juifs entendus dans des manifestations cet été. Et puis, il y a sur la page précédente le texte de Marek Alter qui évoque ce monde disparu, celui des Juifs d'Europe. Car c'est une civilisation entière que le nazisme a voulu réduire au silence, une mémoire, une langue, une musique effacée. Et je vous renvoie sur ce sujet sur notre site europe1.fr, un dossier complet en vidéo, en images, en son. Je me suis rendu à Auschwitz avec une classe du 3e du 20e arrondissement de Paris. Témoignage, reportage, c'était diffusé à 6h45, 7h15 et 7h45 que vous retrouvez sur notre site. On termine en bateau ? Oui, avec un bateau. Le journal 20 minutes évoque la construction du plus grand bateau du monde, 400 mètres de long, 124 mètres de large, impressionnant, ça fait rêver. Il est construit pour le groupe suisse Alceas, appartenant à Eduard Ehrema, qui a décidé de le baptiser du nom de son père, Peter Schelte. Ah oui, un détail, Peter Schelte est un ancien officier hollandais de la Waffen-SS, parti au Venezuela après avoir purgé ses 3 ans de prison. Bon, d'où quelques protestations quand même de ceux qui ont encore un peu de mémoire et une petite notion de décence. Mémoire et décence, les marques de la civilisation à une époque où nous raconte le site du Figaro, certains font des selfies devant Auschwitz et puis d'autres crient mort aux Juifs dans les rues de Paris. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain matin, Natacha. À demain.